Alors, nous voici dans la deuxième portion de cette entrevue avec Sylvie, qui est on peut dire maintenant, une ex-tocophobe. Alors, Sylvie, j'aimerais qu'on continue cette entrevue, on amorce ce deuxième bloc en parlant des facteurs prédisposants à la tocophobie. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, il y en a plusieurs. J'en ai énuméré quand j'ai raconté mon histoire, mais il y en a pour lesquels que je n'ai pas abordé parce que ça fait pas partie de mon histoire personnelle. Alors, on peut énumérer une femme qui aurait eu des problèmes gynécologiques importants dans sa vie pourrait être prédisposée à développer cette phobie-là. Si on souffre d'un trouble anxieux, comme le trouble d'anxiété généralisée ou d'autres phobies spécifiques, on est prédisposé. Et je fais une parenthèse. Les phobies spécifiques ont tendance à se tenir en groupe. C'est assez rare qu'on va rencontrer une personne qui souffre d'une phobie spécifique sévère et qui va en avoir juste une. Souvent, c'est associé avec d'autres phobies. Et entre autres, ce qui revient souvent, c'est la phobie du sang, des aiguilles, des injections, des hôpitaux, des procédures médicales. Souvent, ça va être rencontré chez les femmes tocophobes. Souffrir de dépression, c'est un facteur prédisposant. Avoir entendu des histoires effrayantes au sujet de l'accouchement par des membres de la famille ou des amis. Avoir vu un accouchement à un jeune âge sans des explications nécessaires, que ce soit dans un film, un documentaire, ça arrive assez souvent à l'école quand, par exemple, dans un cours où on veut enseigner aux jeunes la grossesse, l'accouchement, il y a des filles qui vont développer la tocophobie à ce moment-là. Elles vont être carrément traumatisées par le visionnement du film. Les femmes qui ont un fort besoin d'être en contrôle en tout temps, c'est un facteur prédisposant. Avoir subi des sévices sexuels pendant l'enfance. On sait que l'inceste et toutes sortes d'abus sexuels, c'est un problème qui est quand même assez répandu. Ça peut donner lieu à développer de la tocophobie. Avoir été victime de violences sexuelles ou de viols peut être une cause aussi. Je reviens avec les deux types de tocophobie, primaire et secondaire. Tocophobie primaire, c'est chez une femme qui n'a jamais eu de grossesse ni d'accouchement. Ça se développe la plupart du temps à l'adolescence. Tocophobie secondaire, ça va se développer chez une femme suite à un accouchement traumatique. Ça peut aussi être un accouchement qui a été considéré normal par le médecin, mais qui a été perçu traumatisant par la femme elle-même. Alors, c'est les deux types de tocophobie. OK. Donc, dans cette deuxième portion de l'entrevue, je sais que tu voulais nous parler aussi de d'autres thèmes. Entre autres, tu voulais aborder le thème, dans le fond, tu voulais nous parler de ce qui se passe au point de vue de la recherche dans le monde sur la thématique de la tocophobie. Je sais que tu voulais parler de ce qui se passe au Québec et finalement nous parler de solutions, de stratégies et qu'on regarde aussi comment les médias peuvent aborder ou traiter ce sujet-là. Donc là, je mets la table pour, dans le fond, la suite de l'entrevue, juste pour que les gens sachent un petit peu de quoi on va s'entretenir, de quel sujet on va parler. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde au point de vue de la recherche au sujet de la tocophobie? Oui, c'est en l'an 2000 que le terme tocophobie a été utilisé dans un article scientifique au Royaume-Uni, en Angleterre précisément, par le docteur Hofberg et Brockington. Ce sont mes deux héros. Ils ont utilisé le terme tocophobie dans leur article pour documenter 26 cas et ça visait à faire entrer le terme dans la littérature médicale. Donc, c'est en l'an 2000.
Il y a beaucoup de recherches qui se sont développées depuis ce temps-là. C'est les pays scandinaves qui ont été les premiers à faire des recherches sur la tocophobie dès les années 80. Mhm. Ensuite, le Royaume-Uni a développé de la recherche. Il y a des équipes de chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, il y a eu des publications. Aujourd'hui, ils sont encore extrêmement actifs, le Royaume-Uni. Pour moi, c'est presque un modèle. Je surveille beaucoup, beaucoup qu'est-ce qu'ils font parce qu'ils en sont rendus à offrir des services cliniques aux femmes en santé mentale périnatale. Wow. Parce que, évidemment, quand on parle de services cliniques, c'est pour les femmes qui veulent être enceintes, évidemment. Les femmes comme moi qui ne veulent pas avoir d'enfants, ben, on ne sera jamais en contact avec des services de maternité. Donc, il faut qu'on utilise un autre chemin pour avoir des soins. Oui, parce est-ce qu'on peut penser que d'être en contact avec, tu sais, si vous passez par le chemin des services de maternité, ben vous pourriez être complètement déclenché à la vue on met pas le pied là, c'est clair. Ben, on peut pas mettre le pied là, ça c'est évident, parce que on évite tout ce qui est relatif à la grossesse et l'accouchement. Alors, on va pas lire des articles dans les journaux qui parlent de ça. C'est souvent sur des sites Internet relatifs à la périnatalité qu'on va trouver des informations, mais nous autres, on se tient pas là, on fuit ça comme la peste. On veut rien voir parce que les mots, les images, c'est suffisant pour nous donner des attaques de panique et nous générer beaucoup, beaucoup d'anxiété. Alors, on évite ça complètement. Si je reviens aux chercheurs, ben oui, le Royaume-Uni a des belles équipes de recherche qui travaillent sur la tocophobie et qui développent aussi en parallèle des services pour les femmes. Ils sont rendus vraiment plus loin que le Canada, puis j'ai confiance que ce qu'ils sont en train de développer en termes de services en santé mentale périnatale pour tout leur territoire, ça va servir d'exemple au Canada éventuellement. Je ne sais pas dans combien d'années, mais probablement qu'on va s'inspirer de ce qu'ils font. Au Canada, il y a une très belle équipe de recherche que je veux absolument mentionner. C'est en Colombie-Britannique. Il y a un laboratoire de recherche sur l'anxiété périnatale à l'Université de Colombie-Britannique. Il y a des chercheurs fantastiques à cet endroit-là qui publient régulièrement leurs résultats dans plein de revues scientifiques et qui font vraiment avancer les connaissances dans le domaine. En Colombie-Britannique aussi, il y a une équipe qui travaille présentement à mettre au point une échelle d'évaluation qui s'appelle The Pregnancy Specific Anxiety Scale, pour être capable de mieux identifier les femmes tocophobes, parce que comme j'ai dit au début, cette peur-là évolue sur tout un spectre et il faut être capable de voir un peu plus clair là-dedans pour être capable de traiter adéquatement. Alors, quand l'échelle d'évaluation va avoir été mise au point, validée, ça va pouvoir mener à l'établissement de lignes directrices et de recommandations pour la communauté médicale. Ça, c'est vraiment un pas de géant qui va être franchi à ce moment-là. C'est aussi ce vers quoi tendent les chercheurs au Royaume-Uni. Ça prend des meilleurs outils pour dépister les cas. Et ça, c'est pas des tests sanguins, c'est pas des scans, c'est des outils, des échelles, des questionnaires qu'on fait remplir aux patientes pour être capable de déterminer où est-ce qu'elles se situent et quel genre de soins elles ont besoin. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce qui se passe au Québec?
Est-ce qu'il y a de Au la Québec, recherche qui se fait ou... en termes de recherche au Québec, s'il y en a actuellement de la recherche, je ne suis pas au courant, je n'ai rien vu là-dessus. Il y a une recherche qui avait été faite il y a très longtemps, je pense que c'est vers 2012, une recherche qui visait à valider un questionnaire d'évaluation de la recherche de la tocophobie. C'était à l'Université de Sherbrooke, mais tu sais, en termes de recherche, c'est déjà loin, là, 2012 à peu près. J'ai pas trouvé d'équipe de recherche qui font des travaux aussi ciblés sur la tocophobie comme on en trouve en Colombie-Britannique et au Royaume-Uni. Il y a l'Australie aussi qui a de plus en plus de chercheurs et de professionnels de la santé qui s'intéressent au sujet. En Irlande, je suis en contact avec une sage-femme, une infirmière sage-femme qui est en train de terminer son doctorat sur la tocophobie. Bref, j'ai trouvé plusieurs personnes au Royaume-Uni qui ont fait un doctorat sur la tocophobie. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Wow. Et je sais qu'il y a un intérêt de plus en plus pour faire avancer. Quel travail de recherche extraordinaire tu fais. C'est vraiment... wow, c'est très impressionnant. Je les trouve vraiment formidables, les chercheurs. Les sages-femmes au Royaume-Uni, elles sont extrêmement actives sur Twitter et elles font tellement de choses pour diffuser les connaissances, pour se former, pour former les collègues. En tout cas, moi, je trouve qu'elles sont très actives. Puis, la réalité des sages-femmes là-bas, c'est pas du tout comme ici. Premièrement, là-bas, les sages-femmes doivent être infirmières et ensuite, elles choisissent de devenir sages-femmes. Alors, ça donne... et les sages-femmes sont intégrées dans les services de maternité là-bas, dans les hôpitaux où elles travaillent. On est loin de ça ici. C'est pas comme ça. Non, c'est ça. Il y en a peut-être au Québec des sages-femmes qui sont intégrées avec une équipe de maternité dans un hôpital, mais s'il y en a, c'est l'exception parce que normalement, il y a comme deux voies, soit que les femmes se font accoucher par une sage-femme dans une maison de naissance ou à la maison, ou bien elles vont à l'hôpital. Et j'ai tendance à penser que les femmes qui ont une tocophobie sévère, mais qui veulent avoir un enfant et qui sont enceintes, vont pas instinctivement aller vers la sage-femme. J'ai l'impression qu'elles vont plutôt aller à l'hôpital pour se faire knocker le plus vite possible parce que c'est trop pénible. Mais c'est l'impression que j'ai. Évidemment, j'en aurai encore pour des mois et des années à faire des recherches sur ce qui se passe au Québec et au Canada. Mais de façon générale, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de service clinique offert aux femmes au Canada. Je parle de services intégrés dans des équipes multidisciplinaires parce que ça m'amène à énumérer c'est qui les professionnels de la santé qui sont concernés par ce sujet-là et qui peuvent aider les femmes. Il y a les infirmières et les psychologues scolaires parce que la tocophobie primaire commence souvent à l'adolescence. Surtout qu'on parle là, de rétablir les cours d'éducation sexuelle. J'ose espérer qu'il y aurait un volet qui parle de la grossesse et de l'accouchement dans ça. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de postes d'infirmières et de psychologues scolaires qui ont été coupés dans les années récentes. Alors, mais ça pourrait être des personnes qui pourraient intervenir. Il y a les médecins de famille, bien sûr, les obstétriciens gynécologues, les infirmières en périnatalité, les sages-femmes, éducateurs prénataux, parce que ça, c'est une des façons de contrôler un peu l'anxiété. C'est plus on est informé avec des informations fiables,
sur comment ça se déroule, la grossesse, l'accouchement, ben tout ça, ça peut rassurer la femme anxieuse. Alors, les éducateurs prénataux sont importants. Les accompagnantes à la naissance, ce qu'on appelle une doula. Oui. Il y en a de plus en plus au Québec. Je sais qu'il faut les payer, mais ça semble pas être un enjeu terriblement important qui empêcherait, mettons, d'avoir recourir au service d'une accompagnante à la naissance. Ça, c'est des personnes qui peuvent être très précieuses. Les psychologues, les psychiatres, les sexologues, parce que, évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça peut avoir des impacts dans la vie sexuelle, de la tocophobie. Les thérapeutes conjugaux et familiaux, les travailleurs sociaux, c'est toutes des personnes qui peuvent intervenir à un moment donné dans le continuum de la tocophobie. Oui, absolument. Et idéalement, ben, ce serait d'avoir disponible des cliniques, je parle toujours pour les femmes qui veulent avoir des enfants, là, d'avoir des services intégrés. Mettons, elles vont à l'hôpital ou elles vont à la clinique ou je sais pas où, et si elles sont diagnostiquées tocophobes, anxiété très élevée par rapport à la grossesse, elles sont prises en charge par une équipe qui peut comprendre un paquet de ces professionnels-là. À date, là, je pense pas que ça existe nulle part au Canada. Si je me trompe, ça va me faire plaisir de l'apprendre, mais je pense pas. Parce que même en Colombie-Britannique, où il y a des chercheurs, mais j'ai pas trouvé de service clinique offert aux femmes. Alors, ça serait encore juste à l'étape de la recherche. Donc, tout est à faire. Oui. En terminant, j'aimerais qu'on parle maintenant de stratégie pour arriver à traverser, dans le fond, la tocophobie. Oui, les stratégies, ben, je vais en énumérer un paquet. Évidemment, il y en a qui s'adressent aux femmes qui veulent avoir des enfants et il y en a qui s'adressent à celles qui n'en veulent pas. Il y en a qui touchent les deux. En premier lieu, je dirais la thérapie cognitivo-comportementale, c'est vraiment un outil merveilleux. C'est quelque chose qui peut fonctionner très bien. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, on essaye autre chose. Il y a la thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qui est largement disponible. On peut aller voir sur Internet le site EMDR Canada et trouver un thérapeute dans sa région. Il y a l'hypnose, la méditation de pleine conscience, les techniques de respiration, relaxation, visualisation. En fait, ça, c'est des techniques qu'on utilise pour contrôler les troubles anxieux en général. Et c'est très approprié dans le contexte de la tocophobie. Faire un plan de naissance détaillé pour celles qui veulent avoir un enfant. Suivre des cours prénataux. Avoir un bon réseau social aidant. Je sais qu'avec les familles nouvelles maintenant, les familles reconstituées ou les parents qui sont âgés, des fois, il y en a qui ont pas un bon réseau social pour les soutenir pendant leur grossesse. Dans ce temps-là, c'est super important, je pense, d'avoir recours à une accompagnante à la naissance ou du moins d'essayer de s'entourer de certaines personnes pour aider, pour soutenir. Puis, un jour, on aura peut-être des cliniques multidisciplinaires. Ils ont commencé à en faire au Royaume-Uni. Dans les pays scandinaves, en Suède, entre autres, ça fait déjà un bon nombre d'années que ça existe. Il n'y en a pas à tous les coins de rue, là, je ne vais pas prétendre ça, mais il y en a, ça existe. Nous autres, on ne peut pas dire ça pour le moment. Mais les services, toutes les stratégies que je viens d'énumérer, c'est quand même des choses qui existent, mis à part la clinique multidisciplinaire, là. Tout le reste, c'est des choses qui existent, qui sont accessibles. Des fois, c'est pas gratuit, mais des fois, ça peut être couvert par des assurances ou ça peut entrer dans l'impôt, dans les frais médicaux. Je pense qu'il faut
pas hésiter à utiliser toute l'aide disponible parce que passer une vie avec la tocophobie, là, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. Moi, je me suis rendue jusqu'à 55 ans avec une tocophobie relativement contrôlée. J'aurais aimé mieux savoir bien avant qu'est-ce que j'avais et ce que je devais faire. Parce que pendant de longues périodes au cours de ma vie, je me suis sentie anormalement fatiguée parce qu'on sait que l'anxiété puis les phobies, ça draine beaucoup d'énergie vitale et ça nous met à risque de dépression. Puis moi, je dis que la tocophobie a le potentiel de ruiner une vie. Ça vaut la peine de suivre un traitement pour s'en débarrasser. Peu importe si on veut avoir des enfants ou pas, il faut autant que possible se débarrasser quand on a une phobie qui est extrême et qui nous dérange. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la peur que j'ai affecte ma vie quotidienne? Est-ce qu'elle diminue ma qualité de vie? Si la réponse est oui, il faut absolument s'en occuper. Sinon, ça cause toutes sortes de problèmes. Puis, une dernière chose que je voudrais dire, parce que la croyance populaire veut que, évidemment, les gens vont souvent faire des déductions logiques, mais quand on parle d'une phobie spécifique, c'est irrationnel, la logique ne fonctionne pas. Alors, il y a des gens qui m'ont déjà suggéré des solutions. L'abstinence, la stérilisation permanente, l'adoption, le recours à une mère porteuse, l'accouchement vaginal, la césarienne, même la ménopause ne fera pas disparaître la phobie. Pour l'enlever, la phobie, il faut la traiter de façon adéquate. Alors, je sais que je vois beaucoup de commentaires sur certains médias sociaux disant que la césarienne, c'est la solution, c'est ça qui va éviter plein de problèmes. J'ai rien contre la césarienne, je me fiche pas mal de la façon dont les femmes décident d'accoucher, mais je sais que ça ne solutionne pas la tocophobie. Alors, c'est important de savoir ça parce que je vois des femmes qui voudraient se faire enlever l'utérus et les ovaires pensant que ça va régler la tocophobie. Non, ça ne la réglera pas, malheureusement. Merci pour les questions que tu as amenées qu'on peut se poser quand on suppose qu'il y a peut-être un problème de tocophobie ou de phobie. Donc, juste le rappeler, tu disais si ça entrave ton fonctionnement. Oui, si ça affecte ma vie quotidienne. Oui, c'est ça. Si ça diminue ma qualité de vie. Il est temps de... Ça veut dire qu'il faut que je m'en occupe. C'est ça. Dernier point que je voulais aborder brièvement avec toi, c'est quel rôle peut jouer les médias dans la diffusion lorsque les médias diffusent des articles sur le thème, le sujet de la tocophobie. Est-ce que tu crois que c'est important que les journalistes portent une attention particulière aux photos, aux images qu'ils joignent à leurs articles? Oui, tu fais bien d'en parler parce que c'est un point qui revient à chaque fois que je vois un nouvel article. Et heureusement, depuis les dernières années, on en voit presque à chaque semaine maintenant des articles dans les médias grand public sur la tocophobie. Je suis très contente. Mais le réflexe que la plupart ont, c'est de mettre une photo qui est intolérable à regarder pour une femme tocophobe. C'est-à-dire? Alors, comme par exemple mettre une photo dans la salle d'accouchement, mettre une photo de femme enceinte avec un énorme ventre, un bébé naissant, n'importe quelle... Il faut utiliser une photo neutre, okay. Parce qu'une femme qui a une tocophobie extrême va tout de suite passer à côté de l'article sans le lire. La photo est déjà un frein. C'est exactement comme
comme faire un article sur la phobie du sang et des aiguilles et de mettre une grosse seringue pour illustrer ça. Ça marche pas. Alors, donc, l'objectif, quand on publie un article, c'est d'informer les gens et c'est que les gens, peut-être, découvrent quelque chose sur eux. Donc, si on veut que les femmes tocophobes soient informées et que le public en général soit informé, il faut, selon toi, avoir le soin de ne pas mettre des images qui sont un déclencheur oui. À coller à un article qui parle de tocophobie. Oui, parce qu'il faut se rappeler que les femmes tocophobes se tiennent le plus loin possible de tout ce qui touche à la grossesse et l'accouchement. Les mots, les images, c'est déjà trop. Donc, voilà, le message est lancé pour dans les médias, pour les journalistes qui voudraient couvrir ce sujet, y porter une attention particulière. Donc, oui. Sur ce, Sylvie, je veux te remercier sincèrement pour ce témoignage vraiment touchant, articulé, soigné, précis. Voilà, c'est une contribution vraiment importante que tu fais, je trouve, pour les femmes tocophobes. Et je veux t'en remercier sincèrement. Ça me fait plaisir. Alors, je vais te suivre, comme tu dis, toi-même sur Twitter. Oui. Et encore une fois, merci pour ce beau témoignage vraiment important pour les femmes tocophobes. Merci.